C'est l'heure? Ouais, je crois que c'est le moment, hein. Mais c'est le moment de quoi? C'est pas carré. Tu connais pas l'instant Whipsy ou quoi? Parola ai giovani ragazzi. La vida de los jóvenes. Die jung lebt. Apagani Sardutianne. Bienvenue à tous. Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission de l'Instant Whipsy avec comme thématique principale le slow travel. Donc qu'est-ce que c'est que le slow travel? C'est voyager en prenant son temps et nous verrons plus précisément ce que c'est et ses modalités avec nos invités. Moi, comment je suis arrivée à vouloir faire du slow travel. Donc, petite mise en contexte, c'était pendant une année sabbatique, au cours de mes études, où j'avais envie d'explorer un peu plus l'Europe, mais vraiment dans une optique de prendre mon temps, tout simplement, pour vraiment bien connaître les lieux et les gens, la culture. Donc, ma première expérience, c'était quand je suis allée en Crète. Donc je suis arrivée en Crète et je suis restée chez une famille et je suis restée un peu plus d'1 mois. Donc je m'occupais un peu des enfants, etc. Et puis j'ai pu explorer vraiment l'île presque entièrement, mais vraiment en prenant mon temps. Les week-ends j'allais explorer, j'allais dans les coins un peu pas forcément très connus. Mais voilà, c'était ma première expérience. Et après, j'ai continué en bus dans les Balkans, mais sans avoir un itinéraire très précis. Je me laissais un peu porter en fonction des rencontres et de là où j'avais envie de rester 1 ou 2 ou 3 semaines. T'as fait quoi dans les Balkans? Un peu, tu me présentes. Donc pareil, je suis arrivée chez une famille où je pensais rester juste quelques jours et après enchaîner, mais au final j'ai beaucoup plu, je me suis beaucoup plu là, c'était en Macédoine du Nord, et donc je suis restée 2 ou 3 semaines au lieu de 2-3 jours. Donc j'étais vraiment dans une optique, ok, je prends mon temps. Et après j'ai vu qu'il y avait des bus pour aller en Serbie, donc je suis allée en Serbie, je me suis retrouvée dans la campagne, où je me suis retrouvée à prendre soin d'un lieu, un peu d'activité culturelle. Donc c'était un peu aléatoire, mais voilà, je me laissais porter comme ça. Ok, très bien. Tom? Moi, c'est drôle parce que ça n'a pas du tout été une volonté propre de ma part, en fait. C'est que j'ai un peu été forcé à la base de faire du slow travel. Alors, je pense que c'est un peu dans ma personnalité parce que c'est vrai, bon, moi j'habite à Bordeaux, du coup, très belle ville de France, la plus belle. Et c'est vrai que moi j'ai l'habitude, tu sais, de flâner dans les rues quand le week-end ou quand j'ai le temps. Et pour moi, c'est toujours une redécouverte permanente ou le fait de voir quelque chose de nouveau. Et du coup, de la même façon, faire du slow travel, pour moi, ça a glissé naturellement. Et qui plus est, c'est vrai que quand j'ai dû aller à des endroits avec des amis, par exemple en Italie, et que je les voyais prendre l'avion pour y aller, eh bien moi, je ne peux pas prendre l'avion. Parce que je suis né avec une malformation de naissance, des trompes de Stache, et donc comme mon oreille interne et externe ne régularise pas la pression, je suis interdit d'avion. Donc de toute façon, j'étais obligé de prendre le train ou autre moyen de transport qui, disons, n'affecte pas mes oreilles, pour pas souffrir, quoi, normal. Et donc voilà, et donc j'ai commencé comme ça à voyager en train et à faire des activités de voyage aussi à vélo. Voilà. Donc j'ai été un peu forcé, moi, vers le slow travel, mais je me le suis approprié et j'adore cette façon de voyager. Très bien. Caroline? Depuis toute petite, je fais beaucoup de randonnées avec mon papa. Depuis que j'ai 6 ans, on va à la montagne. Et donc du coup, l'idée, c'était de découvrir vraiment beaucoup, beaucoup d'endroits. Dernièrement, en fait, j'ai jamais été vraiment passionnée des super beaux lieux touristiques à visiter. Je me suis toujours dit qu'il y avait un côté commercial et un côté éloignement de la population. Et du coup, je voulais aller à la rencontre des gens. Et c'est une volonté de partir en stop. Je suis partie en Norvège avec mon papa toujours, depuis Paris. On n'a fait que du stop. C'est mon petit pouce qui m'a emmenée jusque dans les fjords. J'ai beaucoup aimé le stop parce que les personnes qui ont envie de partager un moment, ils s'arrêtent, ils acceptent de discuter avec toi, ils se rappellent de souvenirs. C'est un super moment de partage. Et vraiment, ouais, pour moi, c'est surtout ça. C'est prendre le temps de connaître les gens. Très bien. Et continuer dans cette dynamique, justement, quelles ont été vos motivations
et les intérêts qu'en fait vous trouvez au slow travel. Est-ce qu'il y a un côté aussi c'est moins cher de prix? Est-ce qu'il y a un côté respect de l'environnement? Est-ce qu'il y a un côté où c'est vraiment le fait d'appréhender une nouvelle culture, de nouvelles personnes, améliorer aussi sa langue peut-être, et améliorer sa débrouillardise aussi peut-être. Lisa? Moi, c'était vraiment dans l'optique de vouloir un peu habiter quelque part, habiter un lieu et vraiment créer des souvenirs plus forts que juste être passé dans la ville un week-end. Je voulais vraiment que ça soit que je crée des liens avec les gens, que je me souvienne des lieux dans lesquels je suis allée, que j'y aille plusieurs fois, pas juste une fois. Donc c'était vraiment l'envie, oui, de rester à un endroit sur une durée plus longue que la normale, on va dire. Ok, pas forcément d'autres motivations particulières. Il y avait également l'envie de voyager principalement en bus, notamment quand j'étais dans les Balkans. Je voulais un peu circuler, je voulais passer de Grèce, je voulais faire un circuit logique, donc de la Grèce à la Macédoine du Nord, à la Serbie et après Bulgarie. J'ai fait tout en bus pour éviter de prendre l'avion au milieu de mon voyage, on va dire. Et voilà, donc il y avait aussi cette motivation-là d'éviter l'avion. Et enfin, il y avait aussi l'aspect économie. Je voulais explorer une région, mais aussi parce que du coup, d'un point de vue financier, ça permettait de faire des économies. Très bien. Caroline ou Tom? Ok. Du coup, moi, c'est vraiment l'envie, c'est la recherche d'adrénaline aussi. C'est le fait de me dire, dans un point de vue de défi, jusqu'où est-ce que je suis capable d'aller avec le voyage en stop, par exemple. C'est est-ce que je vais vraiment réussir en Norvège parce que je l'ai décidé et que les gens veulent bien s'arrêter. J'ai fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle aussi. Donc là, c'était voir jusqu'où mes jambes arrivent à m'emmener. C'est une recherche de rencontre, une recherche de défi, c'est de la recherche d'adrénaline. C'est l'envie de voir aussi petit à petit, de créer des liens, parce que sur le chemin de Saint-Jacques, tu commences ta randonnée avec un certain groupe de personnes que tu découvres et que tu vois à plusieurs étapes. C'est voir les paysages qui se défilent devant toi et tu te rends vraiment compte de chaque continuité de paysage par où tu passes. Voilà. Ok, très bien. Tom? Oui, pour moi, ça a été l'architecture. L'architecture, quoi d'autre? Les gens, parce que j'aime les gens et les paysages en général. Donc c'est vrai que moi j'ai énormément voyagé en Italie, énormément. Donc, plus qu'en Pologne? Plus qu'en Pologne, exactement. Donc j'ai voyagé en Italie du nord, du sud, j'ai fait la Sicile, j'ai fait les Pouilles, j'ai fait toutes les villes du nord-est entre Venise et Padoue et Vérone et tout ça. Et c'est un pays magnifique. Et quand on aime l'architecture baroque, quand on aime l'architecture de la Renaissance, c'est l'endroit où il faut être, quoi. Très bien, très bien. Je vous parlais justement du côté prix, parce que j'étais en Lituanie l'année dernière et c'était parfois difficile de rester sur cette idée de slow travel et respect de l'environnement quand les prix de l'avion étaient vraiment très peu chers. Un aller-retour pour Stockholm était à 40 € quand le faire de manière plus simple m'aurait pris 18 heures et en plus j'aurais dû prendre le ferry et autres, ça aurait été compliqué et même jusqu'à Oslo c'était 50 €, alors que pour faire 4 à 8 heures de bus à côté, on en avait presque pour 60-80 €. Donc voilà, c'était aussi ça dont je voulais parler, c'était que parfois le prix de l'avion est très intéressant par rapport au fait d'avoir des mobilités plus douces en fait. De toute façon, dans les mobilités plus douces, il n'y a pas 36 000 choix. C'est soit l'avion, soit le train. Enfin, tu peux toujours prendre ta voiture, mais c'est vrai que si on ne veut pas prendre sa voiture, à part l'avion et le train, il n'y a pas d'autres solutions. Et le train, ça coûte cher. Ouais, et donc, oui, effectivement, c'est un repoussoir absolument énorme. Mais c'est pas compliqué, comme tu dis. Comment? Une quarantaine d'euros? C'est ça? Une quarantaine d'euros l'avion aller-retour. Une quarantaine d'euros. Pour 1h30 d'avion. Et tu vois, le train, moi, mon billet de train Sicile-Bordeaux, j'ai dû payer presque 200 €, voire peut-être même tu peux mettre un peu plus. Donc, c'est sûr, hein, quand tu as le choix, oui, l'écologie, mais tu regardes aussi la santé du portefeuille, quoi. Moi, avec le stop, je paye pas les déplacements.
Par contre, j'ai mis 1 mois parce que l'idée c'était de vraiment réussir à s'arrêter à chaque endroit, faire des randonnées, marcher plusieurs heures par jour pour vraiment voir les différents paysages. Mais du coup, tu t'arrêtes dans des hôtels. Bon, après, il y en a qui le font en tente, qui revendiquent sur YouTube des voyages à 0 budget. Mais quand tu pars 1 mois en vacances, tu as envie quand même d'avoir un minimum de confort. Donc du coup, le budget hôtel, il monte. Et par rapport à prendre l'avion et à arriver directement en Norvège, c'est clair que c'est pas du tout le même tarif. Mais tu recherches pas la même chose. C'est trop facile de prendre l'avion. Tu vas dans ton aéroport, tu prends ton avion, et tu arrives à l'endroit. C'est moins d'adrénaline pour moi. Moi, mes futurs voyages, je vais vraiment les faire en stop parce que c'est vraiment ce que je recherche. Voilà. Lisa? Moi, du coup, c'était un peu différent parce que mon idée de solo travel, c'était surtout de rester un moment au même endroit et chez l'habitant. Donc, en voyageant, soit en restant au même endroit ou alors en voyageant de pays en pays frontalier, ça me faisait pas beaucoup de dépenses. Je ne devais pas dépenser en logement, j'ai très peu dépensé en transport. Donc, voilà, ce voyage a été était pas mal. T'avais fait comment pour pas payer de logement, du coup, c'était quoi ton... Alors, donc, mon astuce, c'était d'aller utiliser des sites tels que Worldpacker ou Workaway, où il y a des centaines d'hôtes qui proposent de t'accueillir en échange de certains services, donc dans le monde entier. Donc, j'aurais pu aussi aller au Pérou ou très très loin, peu importe. Mais après, l'idée, c'était quand même de ne pas aller trop loin et d'explorer voilà, une région d'Europe. Donc, voilà, il y a des sites comme ça. Moi, j'ai utilisé Workaway et j'ai cherché une famille où je pouvais m'occuper des enfants et en échange être nourrie et logée. Et voilà, et c'était une super expérience parce qu'en fait, ces mêmes personnes-là, elles me donnent des conseils, d'autres personnes à contacter, des suggestions d'endroits à visiter. Donc, c'était gratuit et c'était hyper riche en rencontres. Moi, je suis passée par Couchsurfing. Certaines fois, c'est un autre site, mais là, tu n'as pas de service, c'est juste l'habitant qui met à disposition son endroit. Sauf qu'en stop, tu ne sais jamais à quel moment, si tu vas réussir ton objectif, si tu vas réussir tellement bien que tu vas aller un peu plus loin. Donc, on s'est mis à programmer le jour même ou la veille. Et c'est vrai que c'est compliqué quand tu as très, très peu de délai pour pouvoir trouver un endroit où dormir. Mais c'est un super moment de partage d'arriver justement chez l'habitant. Oui, et puis je me souviens vraiment de mon expérience, c'était ma préférée, je pense, en Macédoine du Nord, où je pensais vraiment rester un week-end, parce que faire finalement en Macédoine du Nord. Et au final, j'aimais trop la famille, j'aimais bien les gens autour, et je suis restée là sans... Voilà, j'ai visité 2-3 endroits dans le pays, mais je suis restée là parce que j'appréciais vraiment la compagnie des personnes, et voilà. En fait, c'est ça aussi, c'est vraiment le principe. J'ai l'impression que ce qui nous lie là, c'est de faire aussi des rencontres humaines et puis surtout de rester, longtemps au même endroit pour pouvoir vraiment s'imprégner de la culture locale, quoi. Parce que bon, alors moi j'ai pas d'application, je savais même pas qu'il existait des applications quand même pour voyager comme ça. Mais c'est vrai que en général, quand je vais dans un pays, je fais vraiment l'effort d'avoir un bon niveau de langue suffisant, pas juste la base, tu vois, pour vraiment communiquer et en apprendre davantage sur les gens. Et comme j'adore l'Italie, je parle assez bien italien et je me suis fait en fait plein d'amis en Italie. Et en fait, de fil en aiguille, je suis arrivé comme ça à les appeler. Et en fait, moi, tous mes voyages, quasiment, en fait, je m'organise. On parlait tout à l'heure de prendre le train, mais une fois que je suis sur place, j'essaye de rester minimum 5 jours, tu vois, dans la ville. Et des fois sur des périodes beaucoup plus longues, chez des amis en fait. Et en fait c'est donnant-donnant, je vais chez eux et après ils viennent visiter Bordeaux, quoi. Donc ils ont tout gagné en fait finalement. Est-ce que vous avez de prévu un prochain slow travel et comment vous allez le faire et est-ce que vous avez envisagé ça déjà? Alors moi j'aimerais beaucoup faire la piste cyclable du canal qui va de Nantes jusqu'à... je sais pas jusqu'à Paris, mais tu vois, tout le canal qui remonte la Loire, qui est parallèle à la Loire, et en profiter comme ça pour visiter, m'arrêter dans tous les châteaux de la Loire. Moi, à court terme, là, j'aimerais beaucoup randonner, partir avec ma tente sur le dos
et aller dans les Pyrénées, parce que donc je ne suis pas trop d'ici, donc j'aimerais bien explorer cette partie-là. Et voilà, et partir le temps que j'ai, un certain temps, juste faire du trek comme ça avec ma tante et marcher. J'aimerais beaucoup faire ça, là, à court terme. Et à long terme, mais je n'ai pas encore de date précise en tête, mais j'aimerais bien refaire un format dormir chez l'habitant ou alors travailler en échange d'un logement, mais plus en Amérique latine. Mais là, ça demanderait d'avoir beaucoup de temps si je veux le faire sous forme de slow travel. Voilà. Moi, je te rejoins aussi avec l'envie de prendre ma tente et de partir dans la montagne, partir toute seule, un peu à la rencontre de ce qui peut se passer. J'ai envie de monter une montagne, regarder les sommets aux alentours et me dire « Ah, tiens, cette montagne est super jolie et je me dirige par là. » Et faire en sélectionner plusieurs jusqu'à ce que j'en ai marre. Ouais. Sur le chemin de Saint-Jacques, j'avais marché seulement. Je l'ai fait qu'en partie, j'ai fait 7 jours. Et c'est vrai que ça t'oblige à prendre le temps, à respirer, ça te canalise pas mal sur ta vie. C'est grandiose d'être seul dans la nature et de se rendre compte de tout ce qu'il y a de magnifique à voir autour. Tu te sens bien. Est-ce que maintenant je pourrais vous demander vos plus belles découvertes ou anecdotes? Alors moi, c'était en Crète. Donc, comme j'ai déjà dit, je dormais chez une famille la semaine. Et un week-end, je suis arrivée toute seule dans une autre ville, dans une auberge de jeunesse. Et j'arrive, et la propriétaire, trop gentille. Donc, c'était en basse saison, donc il n'y avait pas grand monde. Et elle me dit, si tu veux, demain, je pars en rando avec des copines, viens. Du coup, j'ai dit, d'accord, je viens. Donc je me pointe le lendemain matin à 8h ou 7h. Et en fait, on a conduit 2 heures. Je ne savais même pas où on allait. On a conduit 2 heures à l'autre bout de l'île, qui n'est pas du tout accessible sans avoir une voiture. On est arrivé dans un endroit qui n'est pas du tout connu, en fait, sur les réseaux ou sur Internet ou quoi que ce soit. Et j'ai vraiment fait la meilleure randonnée de ma vie, parce que c'était trop, trop beau. Et c'était vraiment... j'étais avec des locaux qui connaissaient vraiment bien le chemin, etc. Et en fait, il s'avère que j'y suis retournée tous les week-ends faire des randos avec cette personne et ses copines. Donc c'était vraiment trop chouette de me dire que j'ai juste débarqué toute seule dans une auberge de jeunesse, j'avais rien de prévu. Et en fait, elle m'a prêté les chaussures de rando, elle m'a conduit 3 fois, donc 3 week-ends. Et voilà, et à chaque fois que j'y suis retournée parce que c'était trop bien. Et c'était pas du tout prévu. Caroline? Moi, du coup, j'ai fait du stop quand D'abord, j'ai pris le bateau au Danemark et je suis arrivée en Norvège. Là, on a fait du stop pour réussir à aller jusqu'à Oslo. Et c'est un monsieur qui nous a récupérés. Il avait sa fille qui venait de Saint-Étienne. Lui, il parlait pas très très bien français, mais il y avait sa maman qui était là aussi, qui était anglaise. Et du coup, il y avait ce mélange de sa fille qui parle français, la maman qui parle anglais, et lui qui parle norvégien. Il nous a emmenés jusqu'à Oslo. Il nous a prêté l'appartement de son ami. Donc on a passé la nuit là-bas, on a découvert Oslo tranquillement. Et le lendemain, il nous a emmenés aux 30 ans de son frère. Donc on est arrivés, c'était un grand rassemblement avec plein de gens qui venaient de plein d'endroits, des Suédois, des Norvégiens, des Finlandais, des Danois, des Espagnols. On a fait un énorme barbecue, ils nous ont rien demandé, ils étaient vraiment dans le partage. Et ils nous ont expliqué comment on créait des petits instruments de musique, ça s'appelle des guimbardes. Parce qu'il était créateur d'instruments de musique, son frère. Ils ont pris soin de nous, on a échangé, on a discuté. Ils ont chanté au coin du feu. C'est des souvenirs qui resteront tellement, tellement gravés en moi. Et le lendemain, du coup, c'était l'heure pour nous de repartir. On a commencé à marcher sur la route. Et on a été récupérés par 2 Pakistanais qui nous emmenaient pour faire une des plus belles randonnées en Norvège. Et c'était trop, trop bien. En fait, c'était tellement imprévu. Et c'est ce qui est incroyable dans le stop. C'est que tout ce qui t'arrive, tu ne l'as pas prévu. Et des fois, il t'arrive des événements tellement, tellement riches de partage, de sens, que j'aurais du mal à voyager sans stop maintenant. Tom? Moi, c'est pas tellement un événement marquant, genre précis, mais un voyage en particulier. C'était mon voyage à vélo, mon vélo trip entre Bordeaux et Béziers.
Déjà parce que bon, il y a le côté du voyage lent, tu vois, mais en plus il y a le côté le défi sportif qu'il y avait quand même derrière, et de me dire est-ce que je vais réussir à aller de Bordeaux jusqu'à Béziers, tu vois, en un seul morceau. Donc ça c'était très rigolo. En plus c'était un très bel événement parce que je l'ai partagé avec un de mes meilleurs amis, et voilà. Et après la partie du voyage qui en plus de l'aspect sportif est je crois la plus réjouissante. C'était le soir d'arriver dans les campings et de commencer à sortir des cacahuètes, tu vois, la pétanque, paf, le pastis et tout. Et en fait, des gens qui viennent te voir naturellement, tu vois, et avec qui mais tu te lis d'amitié. Et j'ai gardé plein de contacts avec qui je discute encore, des gens que j'ai rencontrés durant cette période, tu vois. Et même, il y a eu des étapes qu'on a fait, il y a eu des journées où on a rencontré des gens, et bien le lendemain, en fait, on a fait notre trajet ensemble, à vélo, tu vois. Donc, voilà, je sais pas, mais il y a cette chaleur humaine qui m'a énormément marqué et que moi, j'apprécie énormément. Et donc, est-ce que vous auriez des conseils et des astuces pour quelqu'un qui n'en a jamais fait, qui voudrait se lancer? Est-ce qu'il faut le faire seul? Est-ce qu'il faut le faire avec d'autres personnes? Est-ce qu'il faut le faire avec des amis? Et où le faire, si vous avez des conseils pour nos auditeurs? L'avantage de le faire tout seul, c'est que tu vas à la rencontre des gens. T'as pas le choix parce que tu es tout seul et que tu as envie de partager un moment. Donc tu sors de ta zone de confort, tu vas discuter. Et je pense que c'est bien de le faire seul. Après, le faire à deux, c'est passer un moment incroyable qui sort de la routine, où Moi, je suis trop contente d'avoir fait ça avec mon papa. Enfin, on a pu discuter, on a pu vivre des moments qui étaient incroyables, qu'on n'aurait jamais vécu autrement. On a pu partager aussi, parce que des fois, c'est long le stop d'attendre. On faisait des jeux de société le soir aussi. Je pense que il y a du bon dans le faire seul et le faire à deux aussi. Pour moi, non. Genre, je pourrais pas. Alors ça, c'est vraiment un truc, partir en voyage tout seul. Moi, je suis vraiment pas bon, quoi, sur le fait de partir seul. Je me ferais suer à mourir, tu vois. Donc moi, vraiment, le voyage, pour moi, c'est quelque chose à partager. Et je sais que je pourrais pas prendre du plaisir à partir tout seul. C'est ma maladie, je suis trop sociable, j'aime trop les gens pour pouvoir partir tout seul, je sais que je me ferai suer tout seul. Ouais, tu vas rencontrer des gens. Oui, non, mais je veux dire, mais je les rencontre même quand je suis accompagné, tu vois ce que je veux dire. Et tu vois, quand je suis seul, je suis obligé de parler avec les gens, en fait, qui sont à côté de moi, tu vois, parce que je pourrais pas, non, mais vraiment, je ne peux pas. Moi, j'adore les voyages seuls. Vraiment, j'avais cette envie depuis très longtemps et j'ai fait mon premier voyage solo quand j'avais 19 ans. Je suis partie en Italie et en plus, voilà, j'ai pas beaucoup voyagé avant ça. Je parlais pas super bien anglais non plus, mais ça m'a forcé en fait à me sortir de ma zone de confort, d'aller vers les gens. Donc ça avait ce premier aspect-là. Le deuxième aspect, c'est la liberté. Vraiment, je peux me lever le matin sans savoir ce que je fais et juste partir. Et puis en fait, ça embête personne parce qu'il y a que moi. Et si ça se passe mal, c'est mon problème. Et si ça se passe bien, bah trop bien. Mais non, franchement, si quelqu'un a l'envie en fait de se lancer, partir seul, faut y aller. Peut-être essayer une petite durée d'abord et pas trop loin. Et après, je pense qu'il ne faut pas hésiter à y aller et sous forme de slow travel, c'est-à-dire prendre le temps de vraiment connecter avec les gens sur place. Ça permet de pas se sentir si seul que ça, finalement. Alors que c'est sûr que si on voyage très très vite, on enchaîne les destinations, là, je ne suis pas sûre que j'arriverai à le faire. Mais en ayant une partie de slow travel, je pense, un bon compromis. Le faire à deux ou à plusieurs, c'est trop bien aussi. Je pense que voilà, il n'y a pas de règle, c'est selon les envies de chacun. Si, par exemple, comme Tom, il y a zéro envie de le faire seul, il ne faut pas se forcer non plus. Je suis un être sociable. Non, mais je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec Tom. Mais il faut être sociable pour partir seul aussi, parce que sinon, c'est très long, je pense. Et voilà. Tu parlais de conseils aussi. Moi qui fais beaucoup de rando, je dirais aussi que c'est très important de faire attention au poids du sac et comment il est équilibré. Quand tu pars faire des randos, c'est important qu'il fasse pas plus que 12-15 kilos max. Parce que chaque kilo, tu le sens dans ton sac. C'est important, les bonnes chaussures, les bonnes chaussettes.
Les ampoules, ça fait tellement mal. Je souscris totalement à ce qu'a dit ma collègue à ma gauche. C'est vraiment, quand on est on veut voyager lentement, c'est vraiment, quand on part dans un pays étranger, vraiment faire l'effort d'avoir au moins la base du langage du pays dans lequel on arrive. C'est vraiment un banger, comme on dit. Non, mais je suis assez d'accord avec Tom aussi sur le fait de le faire à plusieurs. Moi, je l'ai fait avec ma copine et je pense que ça m'a aussi facilité le fait d'aller vers les autres parce que je savais que au cas où j'avais un backup avec ma copine et de pouvoir plus m'exprimer aussi plus facilement. Donc vraiment, on s'est beaucoup baladé et j'ai pu justement sortir de ma zone de confort grâce à elle. Pour moi qui fais du stop aussi, c'est compliqué de faire du stop toute seule en tant que femme. Je l'ai fait et ça s'est très très bien passé. Je suis allée jusqu'à Marseille depuis ici et il n'y a pas eu de souci. Par contre, quand tu veux vivre un moment, par exemple, que ton chauffeur il te propose de venir dormir chez lui, hein, jamais de la vie en tant que femme seule je ferais ça. Et pour vivre ce genre d'expérience qui est incroyable aussi, parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens bien attentionnés, bah, il faut quand même avoir quelqu'un avec qui je me dis bon bah je tente mais je tente pas toute seule. Et qui a l'aspect sécurité qui est pas... Bah justement, j'y viens. Quels sont les plus gros problèmes auxquels vous avez dû faire face durant ces voyages? Tu nous parlais de sécurité, mais tu es aussi allé dans des pays qui sont encore plus ou moins en conflit, en Serbie par exemple avec le Kosovo. Et donc la sécurité, les plus gros problèmes auxquels vous avez dû faire face. Moi, j'ai pas eu de problème dans mes voyages. J'ai eu des petits problèmes, je sais pas, de transport où je suis arrivée au mauvais endroit, des choses comme ça. Mais après, l'avantage, c'est que j'essayais un peu de planifier en avance et j'étais, entre guillemets, attendue par la famille chez qui j'allais habiter, justement. Donc j'ai pas eu du tout de problème. Je me suis pas sentie en danger. Au contraire, que ce soit en Macédoine ou en Serbie, les gens étaient vraiment très gentils. Et voilà, j'ai pas eu de problème. Après, ça veut pas dire qu'il faut pas faire attention quand on part seul, quand on part vivre chez des étrangers, etc. Mais moi, d'expérience, j'ai pas eu de gros problèmes. Okay. Moi, c'est pareil. Comme tous mes voyages que j'ai faits, en Espagne, en France et en Italie, j'ai jamais rencontré le moindre souci au niveau de ma sécurité personnelle, que ce soit la nuit ou le jour. Jamais, j'ai jamais eu peur de quoi que ce soit, ni de qui que ce soit, donc j'ai rien à ajouter sur le sujet. Caroline, si tu veux rajouter quelque chose. On m'a parlé d'une lampe qui permettait d'éblouir les personnes dans les yeux, et c'est quelque chose avec que tu peux mettre dans ton sac, parce que c'est vrai que se balader avec une bombe lacrymo, ça est considéré comme une arme, et quand je pars seule en stop, on ne sait jamais. En vrai, je peux pas dire que j'ai jamais peur. J'ai eu des situations où je suis rentrée dans une voiture où je me suis pas sentie en sécurité, où j'ai demandé à sortir. J'ai déjà vu des personnes jamais je pourrais monter dans ce type de voiture-là. Mais j'ai de la chance, tout s'est toujours bien passé. Après, je pense que c'est important de se poser la question de sa sécurité quand on fait ce type de voyage. Voilà. Très bien. Est-ce que, pour finir sur une dernière question, est-ce que vous vous êtes senti grandi par cette expérience, et à quel point vous vous êtes senti grandi par cette expérience? Je vais commencer parce que je pense que mes deux camarades, pour elles, oui. Est-ce que je me suis grandi par cette expérience? Pour moi, pas plus que ça. Voilà. Non, mais j'ai rien d'autre à ajouter de plus, mais voilà, après, c'est les avantages de parler une autre langue étrangère, c'est toujours un point positif. Donc c'est plutôt du point de vue de l'instruction et voilà, et d'apprendre une nouvelle culture. Après, chacun évolue dans sa tête comme il peut évoluer dans sa tête, quoi. Je sais pas si le voyage transforme. Certainement qu'il y a des personnes pour qui ça a un impact, mais moi je l'ai pas ressenti en tout cas. Voilà. Avant de faire le chemin de Saint-Jacques, je venais de vivre un événement qui me rendait très très triste et qui m'a fait douter de moi. Et du coup, je me suis mis comme défi de réussir à joindre une distance à pied. Et j'ai réussi. Et en vrai, tu te sens fier. Même la Norvège, quand tu arrives à destination et que tu vois tout ce que tu as accompli, tu dis waouh, j'ai vraiment réussi, je l'ai fait. Et donc du coup, j'ai été fière.
ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi, de faire ce type de voyage. Et ça permet aussi de se rendre compte qu'il y a des progrès à faire en anglais. Parce que du coup, quand tu es tout seul et que tu vas discuter avec des personnes, tu as envie de les comprendre. Et et du coup, tu as envie de parler leur langue. Je rejoins sur le fait que c'est super important de parler la langue du pays. Ce qui n'empêche pas d'aller voyager. Bien sûr. Oui, moi, pareil que toi, ça m'a donné une grande confiance en moi. Vraiment, ça a eu un grand impact, cette expérience-là, d'un point de vue des langues, déjà. L'anglais, c'était super. Mais même en termes d'orientation, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on était déjà en mai, juin, et je devais rejoindre un master, et je savais toujours pas qu'est-ce que je voulais faire, etc. Et en fait, c'est notamment la famille chez qui j'étais en Macédoine du Nord qui m'a vachement aidée à prendre confiance en moi et à faire le choix au final que j'avais à faire. Donc voilà, il y a eu plein d'impacts positifs et j'en garde de très très bons souvenirs. Bon, merci à vous. Merci à d'avoir toi. regardé ce nouvel épisode Whipsy. Nous espérons que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Retrouvez donc nos épisodes sur la chaîne de la Maison de l'Europe et sur Souvenir FM. Je vous remercie encore de votre présence et de vous être libéré du temps pour venir raconter votre expérience ici même. Nous remercions également nos auditeurs. Pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Maison de l'Europe des Landes Whipsy, ainsi que d'activer les notifications afin de recevoir l'intégralité de nos contenus. Portez-vous bien, à bientôt et au revoir. Au revoir. Au revoir.